Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes encore une fois ce soir puisque j'ai un bon invité. Je dirais même un excellent, c'est le Doc Boucher. Salut! Hey Yannick, content de te revoir. Content de te revoir. Doc Boucher, c'est l'amoureux des petits gros, pourquoi? Ben écoute, c'est eux autres qui me font vivre, Yannick. Oui! Puis en plus, ils viennent me voir parce que je les insulte. Puis t'es aides Ben je les aide certains. par la suite. Je leur donne des gros coups de pied dans le cul pour partir, là. Ouais. Puis après ça, un coup qu'ils sont rentrés, puis ils changent leur vie, ben ils sont contents. Là. Ils vont dire, ben le Doc Boucher n'est pas si fou que ça, à fin de compte. C'est ça. Puis c'est une technique qui est éprouvée et qui fonctionne. C'est scientifique ton affaire, puis on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines secondes. Juste avant, Ouais. toi, tes oreilles, là, depuis le temps que tu fais de la radio, tu as été sur XM aussi, Ouais, tu j'étais fais des sur podcasts, tout ça. Tu y fais-tu attention? Mais hein? J'ai tellement peur de devenir comme mon grand-père ou comme mon père même à la fin de sa vie où fallait tout le temps y parler un peu plus fort. Ouais, les écoufènes, là. Ouais, non, mais Ouais. fallait tout le temps y parler un Ouais. peu plus fort parce que tu te rendais compte, il y en a qui ont travaillé longtemps comme, tu sais, les camionneurs qui nous écoutent, Oui. entre autres. Tu sais, ils entendent tout le temps un dans le camion. Mais à un Oui, moment donné, ça peut avoir un impact sur l'ouïe, les freins, là, tu sais, les freins Oui, qui descendent des exactement. côtes, ça a un impact sur l'ouïe. Ceux qui travaillent avec des écouteurs dans leurs oreilles, s'ils mettent ça trop fort, nécessairement, l'ouïe va baisser avec le temps. J'ai tellement peur de, tu sais, à un moment donné, quand mes enfants vont arriver pour me parler puis qu'ils me disent « Papa! » Tu sais, qu'ils montent, tu sais qu'ils montent le ton parce qu'ils se rendent compte que tu les entends plus. Hey, moi, je vais m'entraîner toutes les parties de mon corps. Ouais. OK? Je vais avoir 60 ans, j'ai pas besoin de lunettes, parce que je Ouais. fais des exercices pour la vision. Attends un peu, là. Attends un peu. Oh! T'entraînes tout ton corps, ça c'est correct. Ouais. Il y a des parties qui m'intéressent un peu moins, là. Mais tu me dis, pour tes yeux, tu fais une technique pour pas avoir besoin de lunettes. Ouais, exactement. C'est quoi? Ben, écoute, bon, ok, je t'explique. C'est de l'analyse de perspective qui sort un peu des pilotes d'avion, des chasseurs. Là. Ouais. Ok, bon, je vais te donner un exemple. Imagine que tu es à travers une fenêtre, tu regardes un arbre, puis tu as les barreaux de la fenêtre qui sont Ouais. là. Puis si tu te penches de gauche à droite, veux pas, tu vas avoir l'impression que l'arbre se déplace de gauche à droite. Ouais. Moi, quand je m'entraîne, je glisse dans la fenêtre, je fais sur le tapis roulant, puis je le vois. OK. Ça, c'est un effet de perspective. Fait que ton cerveau, lui, tes yeux, ils s'entraînent à observer une perspective différente qui est de la perspective fixe qu'on a si je te regarde comme on est là. Oui. OK? Ça, c'est un exercice. L'autre exercice, c'est le champ rapide, où je vais regarder de gauche à droite très rapidement pour que j'aie toute une vision en perspective 180 degrés sans m'obliger à m'attarder sur quelque chose. OK. L'autre entraînement que je vais faire, c'est si je m'éloigne d'un texte et que je commence à le voir embrouillé. Mon travail est aussi mental, parce que la vision est aussi mentale. La vision, c'est comment tu te rappelles des choses également. C'est une connexion entre tes yeux, qui est l'élément mécanique, et ton cerveau qui fait l'interprétation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, sans me forcer mes yeux, même si c'est embrouillé, regarder le mot, me le rappeler en mémoire, fermer mes yeux, rouvrir mes yeux jusqu'à temps que le brouillard disparaisse. J'ai jamais pensé à faire ça. Ça vient d'où, ça? Ben, ça vient de techniques, comme je te dis, d'entraînement visuel pour les gens qui ont besoin de leurs yeux en performance. Là. Ah, je trouve ça intéressant, en maudit, parce qu'il y a des choses que je fais naturellement, puis je sais que j'ai déjà vu quelque part, dans une chronique de Salut Bonjour ou tout ça, quelqu'un qui disait, ben, si vous êtes tout le temps devant votre ordinateur, c'est bon une fois de temps en temps de se lever et regarder dehors. Parce que tu changes un peu ton focus, la distance, tu sais, le regard. L'autre aspect, moi, ce que je fais, c'est que je vais fermer mes yeux puis je vais mettre mes deux mains sur mes yeux. OK? Pour reposer mes yeux et de la lumière et de toute distraction. Idéalement, tu fais pas ça quand il y a du monde. Non, tu fais pas ça en conduisant. Okay. Ça sera pas la meilleure Fait qu'il y a place. des techniques pour les yeux, c'est des techniques pour les oreilles. Ben, pour les oreilles, je suis un saxophoniste, ce que tu savais peut-être pas. Non. Je joue du saxophone depuis 21 ans. C'est vrai? Ouais. T'es un homme aux multiples talents. Hey, moi, là, ce que j'ai décidé dans ma vie, c'est d'entretenir mon corps le mieux possible et mon cerveau. La loi, c'est use it or lose it. Utilise-le ou perds-le. Alors, j'ai décidé de garder mes yeux les plus en forme possible. Mes oreilles, bien, il y a beaucoup un travail sur des accords, entendre les notes, les déplacements à travers la musique, la tonalité. Ça me permet de garder des bonnes oreilles. Puis d'entendre, je m'aperçois que j'entends des choses que les gens ne perçoivent pas. Je suis assis à un moment donné, il y a un bourdonnement qui est donc bien fatigant, il vient de où?
Personne n'entend, mais il y a juste Toi, tu l'entends. moi, je l'entends. Donc, je Ben, m'aperçois... Jeff, avec qui tu travailles une fois de temps en temps, ou Oui. tu vas faire des chroniques, là. Ouais. Tu sais, lui, il faisait ses émissions de radio, du temps où il animait le show du matin. Il faisait ses émissions de la radio, puis il entendait le fan d'un ordinateur portable. Ça le rendait complètement dingue. Mais les autres l'entendaient pas. Ouais. Les autres l'entendaient pas. Fait qu'il demandait aux gens d'éteindre leur portable pour savoir c'était quel portable qui faisait du bruit. Et oui, vous avez raison. Il y a des gens qui entendent pas mal plus que la majorité des gens. Qui sont dérangés par un bruit. T'sais, ça peut être une goutte d'eau que t'entends. Je sais pas, moi ça m'arrive là, des fois, au rez-de-chaussée, un enfant qui ferme mal le robinet. Moi je suis couché, puis là j'entends poup, poup, poup. Et ça gosse. Puis là tu dis à ta blonde, mais ouais, ça j'entends une goutte d'eau, c'est tout d'où ça vient. Non, j'entends rien, moi. Ça, c'est tannant. T'as de la fou un peu. Non, écoute, tu parles de ça, moi, parce que moi, je fais des cours privés, saxophone. Ouais. Mon prof, là, mettons, tu vas y jouer quelques notes, là, il va te les reproduire là, à l'oreille. Il est capable de le faire instinctivement. Il est capable de le faire parce qu'il a perçu, il a entendu sa tonalité de base, il sait la relation des notes par rapport à la tonalité de base. Fait qu'il va te dire, ben ok, ça c'est un sol, un mi, un fa, puis tu reviens au sol. Puis là, tu te dis, wow, quel entraînement spectaculaire. Ouais. C'est toutes des choses que j'aime entretenir pour éviter le vieillissement. Tu sais, je vieillis comme tout le monde, tu comprends, mais je veux pas vieillir en dépérissant. Je veux entretenir mon corps au maximum de ses capacités. OK. Ben, moi, c'est ma peur, parce qu'en travaillant tout le temps avec mes oreilles, j'ai toujours des écouteurs sur la tête. C'est très rare que je le mets fort. Tu m'as vu tantôt avant d'écouter l'émission, là, je m'en vais baisser ça. T'sais, moi, j'ai travaillé avec M. Gas, que j'aime, qui est une des plus belles voix de radio que j'ai entendues de ma vie. Écoute, quand j'avais le malheur de passer après lui, prendre ses écouteurs, là, c'était dans le fond, là. Puis ça me pétait les oreilles, mais lui, tu sais, il était rendu, ça faisait tellement longtemps qu'il faisait ce métier-là qu'à un moment donné, pour bien entendre, il fallait qu'il monte le son dans le fond. Oh boy! Danny, que tu connais, qui est à Radio X, même affaire. Tu prenais ses écouteurs, là, puis les deux yeux te clignotaient. Qu'est-ce qui vient de se faire là? Tu parles de Stéphane Gas quand j'avais commencé mes premières émissions. J'avais commencé à CHRC dans le temps. Mon doc bouché, toi, mon tabarnouche. Lui, ce qui m'avait impressionné, c'est qu'il mettait ses écouteurs. Quelqu'un y parlait, puis pendant qu'il parlait, il continuait à jaser avec moi. Là. Dans le temps, c'était le même. J'en revenais pas de la déconnexion. Puis lui, il me disait que c'était André Arthur, avec qui il avait travaillé avec André Arthur, qui avait acheté ça comme ça. C'est recherché s'il parlait dans l'oreille. Bernard de Rome, pendant qu'il faisait son bulletin, Bernard de Rome était rendu complètement... Il était sourd comme un pote. Là. À la fin de sa carrière, où il lisait comme lecteur de nouvelles, sourd comme un pote. Là. Puis... t'entendais, dans ses bulletins de nouvelles, t'entendais les recherchistes qui parlaient dans l'oreille, ou le réalisateur plutôt, dans ce cas-ci, Bernard, on passe au reportage. Tu l'entendais. Si tu mettais le son assez fort, tu l'entendais. T'entendais son écouteur dans son oreille, il était sourd comme un pote. Guy Bolduc, qui était à TVA, qui est en Espagne, m'avait dit un jour, moi, Denis, là, à un moment donné, on a eu un gros stretch, là, il y avait une urgence quelconque. Là. Puis il dit, j'étais rendu, là, j'étais tellement habitué, je lisais le télésouffleur, puis je pensais à d'autres choses pendant que je faisais ça. Fait que là, je me suis rendu compte que je travaillais plus pas. Le cerveau se séparait en deux. Le cerveau se séparait en deux. Il dit, je passais à d'autres choses. T'avais le travailleur, puis t'avais la farniente qui prenait un break. Là. Mais tu sais, as-tu pensé comment t'es rendu hot mentalement pour arriver à dire, je lis quelque chose en pensant à d'autres choses? Et la plupart des gens devant une caméra seraient stressés à mourir. Ça c'est à faire ça. Mais quand tu lis, c'est pas si pire. Quand tu travailles, moi, en entrevue, je peux pas me permettre de déconnecter. Est-ce que je déconnecte des fois? Ben oui, je déconnecte. Faut pas que j'oublie, faut que j'aille porter mes gars à la pratique. Mais normalement, on essaie d'être le plus attentif possible. Puis je termine avec le segment Les oreilles. Là. J'ai, pour mon cours de pilotage, moi, je savais pas qu'il fallait que je passe un médical. Puis il y avait les oreilles qui étaient là-dedans. Fait que j'ai été dans une clinique, je pense que c'était sur 4 Bourgeois. À l'époque. Puis j'ai été rencontrer un médecin qui me faisait passer un test médical pour les oreilles. Ils te mettent comme dans une boîte. C'est ça. Puis après ça, ils te font entendre des timbres sonores. Mais sérieux, là, tu viens tellement qu'à paniquer que t'entends rien puis tu payes sur le piton pareil. À chaque fois que t'entendais quelque chose, il fallait que tu payes sur le piton. Mais là, tu sais, c'est vraiment isolé, mais des fois, tu as l'impression d'entendre quelque chose, mais tu l'entends pas. Tu te dis, faut-tu que je pèse pareil? Finalement, j'ai réussi à avoir mon médical quand même. Mais ça me faisait paniquer. Et que ça me faisait paniquer. Ben, tout test est assez stressant. Moi, je me souviens, au laboratoire, là, je testais des athlètes super en forme, des athlètes d'élite. Ils rentraient stressés. J'étais obligé de les calmer. Hey, je suis juste là pour t'aider. Je suis pas là pour te caler. Genre, je veux juste voir comment tu vas et comment on peut t'aider.
tout le monde qui rentre en test, même nous autres qui étaient habitués, on se faisait des tests entre nous autres. Ouais. La fréquence cardiaque, elle était dans le prolore en partant. Ouais, je comprends, mais tu sais, moi, dans mon cas, c'était vraiment, tu sais, j'avais investi, tu sais, j'ai payé avant d'aller faire les tests. Tu sais, j'ai payé 10 000 $ pour mon test, pour mon cours de pilotage privé à l'époque. Ouais, 10 000 $ chez Pro Aviation pour mon cours de pilotage privé. Puis une fois que j'ai donné mon 10 000 $, là, je vais faire les tests. Chris, si je suis sourd, là, je perds mon 10 000 Oui. Il y a des bonnes chances. Tu sais, c'était en 2006, ouais, à peu près vers 2006. Fait que tu comprends que j'avais pas d'argent. Tu sais, j'étais encore à l'école, tout ça. Fait que 10 000 $, pour moi, c'était une fortune. Puis là, je suis dans la cabine. Puis là, il faut que je paye sur un piton quand j'entends des sons. Puis tu penses à ton 10 000 qui peut s'en aller. Et à la fin, là, je faisais juste cliquer. Tout est beau, tout est beau. À la fin, je me suis dit, s'il y a un son, c'est sûr, je vais avoir cliqué. Je n'aurais pas manqué. Hein. Mais c'est important de faire attention à sa santé. Puis santé visuelle, on n'en parle jamais. C'était le premier à me parler de ça depuis que je fais de la radio, depuis 2006. Là, non, c'est très important. Des exercices pour les yeux. Ben, tu sers à ça. Hey, voyons donc, un des pilotes de la Deuxième Guerre mondiale, les plus connus dont je perds le nom parce qu'il y a eu un reportage là-dessus, ouais. faisait de l'entraînement visuel. Lui, il pouvait regarder un pigeon, OK, voler, puis il traquait, là. Et avec les mitraillettes, il y avait des balles traçantes pour être capable de dire, OK, ma balle est partie par là, l'avion est parti par là, il faut que je me réajuste. Lui, pour tirer plus de balles, il les avait fait enlever parce qu'il était capable de tracer les avions de façon incroyable. Ah, ouais. Ah, c'était vraiment spectaculaire. Là. Puis il expliquait dans le reportage comment il était arrivé à cet entraînement visuel-là. Puis tu sais, j'ai glané un peu d'informations là. Je suis allé glaner d'autres informations sur l'entraînement visuel. Ouais. Les pilotes de F1. Ben, je parlais avec Bertrand Godin la semaine dernière. C'est Bertrand Godin, ouais, coureur automobile, un gars hyper sympathique. Il n'a jamais été en F1, mais hors d'onde, on se parlait des techniques qu'il devait utiliser pour essayer de s'améliorer au niveau visuel, au niveau physique, les réflexes et tout ça. La balle rebondissante sur le mur, là. Ouais, ben écoute, il pitchait ça à une vitesse là, de l'éclair, puis il était capable de le repogner super rapidement. Là. Carrément. Tu sais, c'est des exercices. Ils finissent par voir au ralenti. Par rapport à toi et moi, ouais. Le cerveau est tellement habitué à avoir de la haute vitesse qu'il va au ralenti. Ah, toi puis moi, on embarque dans une F1 à 300 km/h, on est dans le mur. Eux autres, ils voient tout, là, ils voient tous les détails, mais nous autres, on n'est pas capable d'analyser ça. Tu as travaillé avec des joueurs de hockey professionnels, ça doit être la même chose, la vitesse de jeu. Là. Quand ils réussissent à arrêter la rondelle, même un gardien de but, il réussit à arrêter une rondelle qui rentre à 107 000 à l'heure. Ouais. C'est parce que les autres, ils ont un réflexe visuel aiguisé. Ouais. Moi, une chose que j'avais découvert, parce que dans mes premières années, j'ai fait du karaté. Puis ma première business, ça a été une école de karaté. Puis quand tu te battais, tu arrivais en combat. Si tu regardes un mouvement directement, un point qui s'en vient sur ta gueule directement, tu es en retard. Fait que ce qu'il faut que tu regardes, c'est dans ton champ périphérique. Fait que tu es capable de détecter l'amorce du mouvement pour avoir un bon timing puis aller puncher la personne avant qu'elle te frappe. Donc, quand tu arrives à comprendre tous ces éléments visuels, ben, ou quand les yeux te servent dans ton sport, dans beaucoup de sports, ça sert, tu upgrades ton jeu, tu passes à un autre niveau. Ouais, tu sais, j'ai regardé les Remparts vendredi, j'étais allé au match des Remparts. Bon, là, la qualité de jeu n'est pas celle des Remparts qui ont gagné la Coupe Memorial, là. Mais quand même, les gars, ils se font des passes extrêmement rapides. Oui. Le commun des mortels n'est pas capable de l'avoir arrivé. Là. Non. Carrément, non. Effectivement, je confirme ce que tu dis. Quand tu es habitué de voir constamment de la vitesse, cette vitesse-là, c'est drôle à dire, mais elle ralentit. J'avais entraîné un jeune qui avait de la misère au baseball. Ouais. Okay? Mais il manquait la balle tout le temps. J'ai dit, parfois, on va t'emmener un champ de tir. J'ai dit, tu tiens ton bâton, tu fais juste regarder les balles, tu ne touches pas. Tu bouges même pas. Jusqu'à temps que tu aies assez de confiance que tu dises, OK, je la vois venir la balle. J'ai entraîné ses yeux, on a entraîné ses bras. Puis là, au moment où il dit, OK, je la vois venir la balle, je la vois venir la balle. OK, touche maintenant. Paf! Mais on passe en envers, on commence les entraînements souvent à l'envers. On veut que les jeunes réussissent quelque chose qui est impossible tant que tu n'as pas acquis une notion perceptuelle de ce que c'est. Ouais. Et si tu ne l'entraînes pas, tu peux avoir un jeune que tu vas décourager, pas parce que le jeune n'est pas bon, parce que tu es juste un entraîneur con. Et que tu n'as pas assez de connaissances pour y arriver. Ouais, on apprend plein de choses ce soir, puis des fois je vois des images de lanceurs au baseball qui lancent la balle à une vitesse fulgurante. La balle est frappée, puis le lanceur qui vient de défoncer le bras à lancer le plus fort possible est capable de repogner la balle qui revient vers lui avec son gant. T'imagines-tu les réflexes?
Mais veux-tu que je te compte quelque chose qui m'a impressionné? J'ai travaillé avec on m'a demandé de m'occuper d'un lanceur de baseball professionnel qui a perdu le contrôle. Il avait perdu le contrôle de la balle. S'il a pitché partout, il était plus capable de la mettre sur la balle. Mais voyons donc! Fait que, on part l'entraînement, puis j'ai dit j'emmène son receveur, ça fait longtemps de ça. Là. Des fois, quand je vais aux toilettes après une solide cuite, je perds le contrôle aussi. La misère à mettre dans le centre. Fait que je dis au lanceur, je dis tu lances, mais tu mets pas, ça plate jamais. On passe du temps, à ce qu'il lance comme ça. Puis le moment, il dit Denis, je suis écœuré. Il dit là, peux-tu la mettre sur la plate? Je suis plus capable. J'ai dit OK, mets-la sur la plate. Mets-la dans la mettre direct sur la plate. Dans la mettre du catcheur direct sur la plate. Ce que j'avais pas remarqué, c'est que tous les lancers mauvais avant, j'entendais son bras couper le vent. J'entends. La balle t'a manqué. Quand il l'a mis dans mettre du catcheur sur la plate, le silence absolu. Le bras a passé à travers le vent, l'air, sans faire de bruit. C'est la première fois que j'ai gelé. Ah ouais. Et c'est là que j'ai compris que la technique parfaite avait une dimension de résistance à l'air que moi, je n'avais pas anticipé. Mais le changement était incroyable à l'oreille. Ouais, tu sais, moi, quand je jase avec du monde comme vous autres, j'en apprends. C'est avec toi, puis je pense qu'on avait parlé de mon chiropraticien, là, puis on parlait de juste le mouvement de marcher ou encore de courir. Juste un petit ajustement peut permettre à un athlète de progresser rapidement dans sa façon de courir. Ouais. Ça peut être des fois, puis je pense que c'est pour ça qu'on parlait de mon chiropraticien, c'est qu'il avait replacé quelqu'un qui avait le bassin croche depuis genre 20 ans. Oui. Et cette personne-là souffrait, mais elle courait pareil. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit va voir ce chiropraticien-là, il va t'aider. Il a réussi à replacer le bassin. Puis là, il était plus capable de courir comme avant. Fait qu'il était obligé de rencontrer un gars comme toi, qui l'a fait marcher, qui a analysé ses pas, ses pas de course, puis qui a dit OK, dorénavant, tu devras te forcer à rentrer un petit peu plus ton pied, puis tu vas être correct. Ouais. Puis aujourd'hui, ce gars-là fait des marathons, puis il n'a plus mal nulle part. Contrairement à avant, où il y avait le bassin défaite, il avait appris à courir avec le bassin défaite. Il n'y avait pas tant mal que ça. Puis là, aujourd'hui, tout est correct. C'est fou, raide. Oui, parce que moi, tu vois, il y a plusieurs années, quand je faisais les tests de VO2 max pour les marathoniens, les coureurs, on avait commencé à rentrer les biosenseurs, puis on analysait les temps de pas au sol. Les impacts, puis le poids, l'impact au sol, la position du pied, tout ça. Puis aujourd'hui, tu as ça avec ta montre Garmin, ta montre Polar. Tu vas voir ta durée d'impact au sol, ta propulsion, le nombre de G. Et il y a beaucoup d'informations que les gens ne se servent pas. C'est à ça qu'ils servent les montres trop chères que je vois. Les montres trop chères, oui. Si tu veux pousser la machine, tu veux vraiment pousser. Parce que tu vois, j'ai un coureur en France, un marathonien. Puis on a parlé ensemble la semaine passée, qui est un de mes clients. Puis il me donnait ses impacts au sol. On parlait des impacts au sol. J'étais à 51%, à 50,5% à gauche. Fait que j'ai un petit écart parce que je viens de me faire opérer. Je devrais être bon pour le récupérer. Mon angle d'attaque, à cause de l'opération, je suis revenu à ce que tu avais observé avant. Il faut que je le corrige. T'sais, on est dans le micro-détail qui est à haute vitesse parce que pense que ce gars-là court à 17 km/h sans se fatiguer. Il part 1 heure, il a couru 17 km, il a à peine transpiré. Fait que tous ces micro-détails, si tu ne corriges pas, le gars se blesse. Il est trop vite pour tout le monde. C'est à haut impact. À haute vitesse, à haute fréquence. Il y a un monde. C'est plate parce que le coureur moyen, il n'en a rien à foutre. Il ne veut pas s'en soucier. Tout ce qu'il veut faire, il veut courir. Fait que moi, je te dirais que dans mon domaine, j'ai à peine réussi à appliquer 10% de tout ce que je connais. Moi, c'est surtout au niveau des blessures. Je cours une fois de temps en temps, puis la dernière des affaires que je veux, c'est de mettre des pressions sur mes genoux, exemple, puis que je développe des problèmes de genoux. Fait que c'est l'importance de jaser avec des gars comme toi qui disent regarde, ta technique de course, elle n'est pas nécessairement bonne, tu devrais peut-être un peu plus la modifier. Ça ferait en sorte que tu n'auras pas de trouble avec tes genoux plus tard. Moi, mieux j'ai un mot, c'est très important. Oui, c'est très important. OK, hey, on passe au sujet avec le Doc Boucher. Doc Boucher, t'es-tu un vrai docteur, toi? Pas un médecin. T'es pas un médecin. Je suis un docteur en médecine expérimentale, mais moi j'ai été formé en recherche médicale, en physiologie. C'est la physiologie de l'exercice, le métabolisme, le psychosportif qui m'a intéressé, mais je fais pas de pratique médicale. Bon, je peux-tu t'appeler Doc pareil? Non, tu peux pas au Québec. Je peux pas! Tu peux pas dire docteur Denis Boucher selon le Collège des médecins,
parce qu'ils ont peur que je me fasse passer pour un médecin. Mais je vais t'appeler Doc pareil. Ils vont Tu peux m'appeler Doc, je vais leur dire que je pensais que c'était ton prénom. Tu sais, au Québec, tu sais, comme ailleurs, aux États-Unis, là, je viens de lancer ma business en anglais, c'est Dr. Denis Boucher. Je vais aller en Ontario, je vais aller aux États-Unis, un PhD, c'est docteur. Ouais. Mais au Québec, tu n'as pas le droit. Parce que c'est juste pour les médecins. Les médecins et les chiropraticiens peuvent mettre docteur, un tel chiro. Ok, tu vois, mon chiro me dit non, je suis pas médecin, je suis chiro. Ouais, il est chiro, mais il y a un doctorat. Exact. Il y a des études doctorales de premier cycle en chiropratie. Moi, j'ai un doctorat de troisième cycle en médecine expérimentale. Ah, lui, je l'appelais Doc, puis mon vétérinaire aussi, je l'appelais. Ben, tu sais, moi, j'en ai vraiment rien à foutre. J'ai tellement. Mais juste te dire que, tu sais, comme à Québec, mon site internet, tu vas sur denisboucher.com, je marque Denis Boucher, docteur en médecine expérimentale. Je ne pourrais pas marquer docteur Denis Boucher. Mais sur mon site américain, où je suis rendu, c'est docteur Denis Boucher. Ouais. T'as fait une publication sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Tu as plein de publications super intéressantes. Je vous invite à aller sur Denis Boucher sur Facebook. L'intelligence artificielle t'a aidé dans ta nouvelle entreprise. Là, tu t'en vas conquérir le marché anglophone. Ouais. Ma grosse limite, c'était la limite de temps, premièrement. Puis la limite de langage. Je suis capable de donner des conférences en anglais, mais si je me place devant une caméra, et j'ai un accent qui me gosse, et qu'il faut que je pense à tout ce que je dis pendant que je fais un enregistrement anglophone, parce que moi, c'est ma manière de me faire connaître, je perdais beaucoup de temps. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai ouvert mon site Internet par moi-même. Okay? Ouvrir ma business anglophone, ça a coûté 350 $. Ouais. J'ai pris tous mes textes que j'avais publiés en français, je les ai traduits en anglais par l'intelligence artificielle, je les ai corrigés par l'intelligence artificielle. Et là, j'ai mis ça dans une autre intelligence artificielle qui fait du texte ou vidéo. Et là, j'ai mis le texte. Puis là, je disais à l'intelligence artificielle, c'est un article sur, exemple, le développement musculaire. J'aimerais que tu développes à partir du texte que je t'ai donné en format dynamique. Fast-paced, mettons, format dynamique. Je lance ça. L'intelligence artificielle va détecter tout ce que j'ai dit dans le texte, va mettre des images correspondantes, avec une voix qui n'est pas la mienne, qui est une voix qu'on entend très bien, avec une musique de fond. Et là, tous mes paragraphes sont présentés par scène. Et là, si j'aime pas la vidéo de la scène 23, parce qu'au lieu de me mettre de l'entraînement musculaire, ils ont mis par erreur du jogging, je vais aller choisir, changer la vidéo. Tu le corriges. Tu le corriges. Oh, oui. Et là, ce qui m'aurait pris, tu vois, la dernière longue vidéo que j'ai faite là, de 8 minutes là-dessus, ce qui m'aurait pris une journée à faire, la produire, la mettre en ligne une demi-heure. C'est fou. Puis est-ce que ça représente des coûts supplémentaires majeurs? 30$ par mois. 30$ par mois? Oh, ouais. Je te donne un autre exemple. Windows ChatGPT. Ouais. On était à ChatGPT 4. C'est Windows qui a racheté ça. Ils ont Copilot qui vient. Fait que moi, je me suis abonné à la version professionnelle de Copilot. J'avais une présentation à faire. À partir d'une de mes vidéos. OK? Avant, il fallait que je fasse transcrire la vidéo. Je m'envoie sur YouTube. Je dis à Copilot, transcris-moi tout ce qui est dit dans la vidéo. Il me sort tout. Sors-moi les 5 points principaux. En paragraphe de pas plus de 150 mots. Organise-moi ça en présentation PowerPoint. Slide 1, c'est pas diapo 1, diapo 2, diapo 3, diapo 4, diapo 5. Je mets ça dans PowerPoint avec Copilot. Crée-moi une présentation à partir des instructions suivantes. Tout sort en l'espace de 5 minutes. Sacré. Ce qui m'a pris une journée, peut-être même plus à faire. Tu as tout le visuel, là. Puis après ça, je peux dire à Copilot, ben mets-moi de l'animation dans tel diapo, parce que je la trouve trop fade. Ou change-moi le visuel. Les traducteurs vont-tu être les allumeurs de réverbère d'antan? Ben, écoute, tu vas en avoir beaucoup. Je pense que ça va toujours rester parce que tu vas en avoir besoin. Mais moi, le traducteur tel quel, là, tel qu'on le connaît, c'est-à-dire qu'il va prendre un texte en français puis il va le traduire à l'ordinateur, à la main, en anglais. Plus pour un gars comme moi, là. Ah ben, pour eux autres, c'est dramatique. Là. Oui, c'est dramatique. Oui, c'est dramatique. Dans le temps, quand l'électricité est arrivée, les allumeurs de réverbère ont dit tabarnouche.
faut que je change d'emploi. Là. Je peux plus allumer. Je peux plus allumer la petite chandelle. Non, ben, c'est ce dans que le vous appelez à bois. l'époque quand les voitures sont arrivées, les calèches, puis les chevaux, puis les trains, tout. Puis les tramways, ouais, c'est ça, plus de tramway. Ah, ben non, il revient plus. Oui. Mais l'autre étape, j'ai fait cloner ma voix en anglais. C'est Fait que là, la prochaine question. quand je vais faire une vidéo, ben, je vais avoir ma voix en superposition anglophone, traduction directe. C'est capoté. Là, il y a un autre système qui est fascinant. Si jamais j'arrive très populaire à l'international, puis je fais une présentation, puis j'ai des Japonais, des Espagnols, des Chinois, des anglophones, ben, tout va être traduit en simultané. Pendant que moi, je vais parler en français, le Japonais va avoir sa traduction simultanée en anglais. C'est right now, présentement. Écoute, c'est une vitesse de fonctionnement qui est hallucinante, Ouais. qui est vraiment tripante. Moi, je suis vraiment au début de l'utilisation parce que j'ai fait des formations sur, il appelle ça le prompt. C'est comment tu parles à l'intelligence artificielle, ce que tu lui demandes. Il faut que tu sois très précis, très canné. Donc, au début, je faisais des erreurs, mais là, je suis de plus en plus précis, donc de plus en plus efficace. Et écoute, c'est une vitesse d'accélération, ce qui fait que ma business en anglais, j'ai monté mon site Internet par moi-même, ce qui m'a pris une journée. Après ça, j'ai toute la traduction, mais j'ai déjà, je pense, 12 ou 15 publications sur mon blog, avec 4 d'entre elles qui ont les vidéos. Les autres vont arriver avec toutes les vidéos qui suivent. Et là, ça défile. C'est complètement fou, j'ai l'impression. Tu sais, souvent, à Québec, on est un peu isolé, on va se le dire, Ouais. là, parce que, bon, dans une communauté francophone, Ouais. tu sais, on fait nos affaires entre nous autres. La radio fonctionne super bien, alors que, tu sais, exemple, à Montréal, ils commencent à en arracher. Ouais. L'Ouest canadien aussi, la radio commence à en arracher. Mais Québec, on est un peu isolé en raison des francophones, tu sais, Ouais. qui aiment bien ça, entendre des gens chez eux qui parlent en français avec à peu près le même accent qu'eux, Oui. puis qui parlent des dossiers de chez eux. Mais quand tu me parles de ça, j'ai l'impression que c'est comme si pour nous autres, c'était pas accessible, alors que toi, tu es déjà là-dedans. Ouais. Tu me dis que tu es au premier balbutiement au niveau de ton apprentissage, mais je veux dire, il n'y a plus de limite rendu Non, là. le monde est à moi, là. C'est ça. Tu vois, c'est ce feeling T'es comme incroyable. t'es comme la Britney Spears des docteurs qui s'occupent des petits gros. Ouais, exactement. Puis, tu sais, regarde, je te donne un autre exemple. Sur mon site en anglais, si vous voulez aller le voir, c'est denisboucher.me.me. J'ai mis en vente, j'offre, mettons, tu t'inscris à mon infolette, j'offre le guide d'endurance gratuit. C'est Courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps, mais qui est en anglais, qui est un de mon livre le plus populaire. Et le 15 avril, je lance le online course, le cours en ligne, qui est Courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps. Donc, je suis en train de créer ma banque de gens qui downloadent le guide gratuit, qui sont intéressés par le cours. Il y a déjà des gens qui ont précommandé le cours en anglais. Ça fait que ma business qui m'a coûté, avec la pub lancée, 500$ à date, est déjà rentable. Parce qu'il y a 12 personnes qui ont acheté une formation à 97$ US. Il y en a d'autres qui vont rentrer. Ouais. Ça, c'est comme wow! Et le cours, c'est pas compliqué, il est déjà tout écrit. Je vais le mettre dans l'intelligence artificielle qui va me pondre les vidéos. Je vais le mettre dans Copilote qui va me pondre les slides, les diapos. Et ça va être mis en ligne. Et un cours qui me prenait probablement, qui m'aurait pris 2 semaines à monter, une journée va être faite. La vitesse est fulgurante. Ah oui, c'est un monde à part. Et c'est incroyable comment je trouve les jeunes chanceux aujourd'hui. Chanceux, oui, puis non, parce qu'ils n'auront pas. Ils vont arriver à être très rapides, mais ils n'auront pas tout le bagage nécessaire. Ouais, oui, mais tu sais, le jeune qui se dit, hey, moi, je veux accéder au monde aujourd'hui, là, j'ai une idée, là. C'est du lean, on appelle ça le lean startup, le startup mec, le lean, là, mais tu sais, t'as pas de dépenses, tu comprends? Ouais. Moi, j'ai pas mis 20 000 dans l'entreprise. Non, c'est ça. J'ai mis 500$. Je suis déjà capable de tester, de savoir que ça va être rentable. Mais les outils sont à leur portée, puis là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je pense qu'on apprend plus dans la douleur que dans la facilité. À mes yeux, à moi. On acquiert plus d'expérience quand on souffre au départ, puis après ça, bon, on commence à avoir des bons outils, tout ça. Tu sais, parle avec n'importe quel gars de construction, là. Tu sais, lui, il te dit, non, tu pars à la base, là, tu commences à passer le balai, mon homme, là. Tu passes le balai, tu ramasses les affaires, après ça, je vais te demander des outils, après ça, je vais te demander du bois. Tu vas progresser, mais après ça, tu vas être capable d'être au top de ta profession. C'est drôle que tu parles de ça parce que ma plus grande défaite était ma plus grande réussite. Parce qu'en 2004, je pense que c'est 2004, j'ai ouvert mon gym privé. 2008, j'étais obligé de le fermer. Faillite, le fini, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Là.
Hey, donc, je suis parti d'un trou de... Je suis sorti de là avec un trou de 150 000 dans mes poches. Et là, il fallait que je reparte. Et ce que j'ai fait, c'est au lieu de paniquer, je me suis dit, hey Denis, non, qu'est-ce qui a fonctionné là-dedans? Ça a pas tout n'a pas été de la merde là-dedans. Alors, je suis parti avec l'aspect qui était le plus rentable, qui était l'aspect consultation. J'ai tout abandonné, l'aspect location, gym, équipement, tout ça. Il fallait que je le remette de toute façon. Plus de frais fixes. Et dans cette année-là, Ouais. qui a suivi ça, c'est là que j'ai fait le plus d'argent. On apprend comme ça. Mais de voir aujourd'hui qu'un jeune peut arriver sur le marché du travail avec toute cette technologie-là, c'est un peu comme le jeune qui arrive dans un véhicule et qui n'a pas besoin de toucher au volant puis il conduit de ça. Comment tu vas apprendre à conduire si tu n'es pas capable de l'essayer? C'est le char qui conduit. Mais sais-tu ce que je pense, moi, le problématique au Québec, c'est qu'on n'a pas d'enseignement sur l'entrepreneuriat. Moi, quand j'ai parti ma business en 1999 avec François Huiton, qui était Huiton et Boucher, on est allé suivre des cours d'entrepreneuriat. Il y en a qui étaient bons, mais tu sais que c'est donné par des gens qui n'ont pas de business. Tu comprends? C'est de la grande théorie qui n'est pas en application. Et je te donne un exemple bien concret. Quand on a parti cette entreprise, on a eu les flyers dans la première année qui nous a sauvé le cul, mais on avait un aspect qui était la promotion de santé en milieu de travail, et qu'on était, à cause de ça, toujours sur le bord de la faillite, ça ne fonctionnait pas. Jusqu'à temps que moi, je fonctionnais, j'envoyais des fax aux entreprises et je donne des dîners-conférences. Et quand tu as dit flyers, tu parlais des flyers de Philadelphie. Flyers de Philadelphie, oui, excuse-moi. Ouais, c'est ça. On envoyait, les gens venaient. Parce que les gens voyaient des petits cartons. Oui, c'est ça. Ouais, les joueurs. L'image des joueurs des Flyers exact. de Philadelphie. Et jusqu'à temps que je passe l'idée de dire c'est plus de la promotion de la santé en milieu de travail, je garde le même contenu, mais j'appelle ça réduire l'absentéisme en milieu de travail. La business a levé mon nom juste par un changement de titre. Et puis on parlait d'anglais-français tantôt. T'sais. Toi, tu as appris ton anglais. Ouais. Fait que maintenant, tu peux demander à l'intelligence artificielle de traduire en anglais, puis là, toi, tu peux vérifier, tu redemandes de contre-vérifier, tu peux vérifier si la machine est correcte. Mais un jeune aujourd'hui qui parle juste français, il dirait pourquoi j'apprendrais l'anglais? J'ai juste à mettre ça dans l'intelligence artificielle, ils vont traduire ça en anglais, puis je vais passer partout dans le monde. T'sais. C'est là où tu dis, hey, moi, j'envie les jeunes. Moi, je les envie pas tant que ça parce que je suis content d'avoir rushé dans la vie, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il m'arrive de quoi? Le stress n'est pas très là, je peux te le dire. Là. Ouais. Mais écoute, c'est drôle. Hier, j'étais avec mes petits-enfants, puis c'est moi qui leur montre les devoirs. Une fois par semaine, je suis avec eux autres et je leur apprends à apprendre. Et hier, c'était l'anglais. Parce que ma petite fille avait des problèmes en anglais. Fait que je disais, regarde, on va commencer tranquillement. Tu vas mettre une émission en anglais avec les sous-titres en français. Exact. Et là, je vais te demander un mot. Tu as le droit de lire. Quand je vais te dire un mot en anglais, tu vas me le traduire en français. Même si tu l'as lu. Au début, c'était dur parce qu'il y avait de la misère à se concentrer. Mais à un moment donné, le rythme était, on est passé de 0 mots par minute à 2 mots par minute, à 3, à 6, ça commençait à défiler. Donc, je lui ai dit, tu veux apprendre l'anglais, c'est pas difficile. Tu apprends tes mots de base qui te permettent de communiquer. La cuisine, c'est kitchen. La radio, c'est radio. OK? Television, TV. Tu comprends? Tous les mots de base. Puis je dis, après, on va les connecter avec des phrases. Content, happy. I am happy. Et là, elle commençait à faire un sens à ce qu'elle voyait, parce qu'elle avait des outils. Et malheureusement, on pense que tout le monde doit rusher pour apprendre. Et moi, je crois que plus on donne des outils où ça devient facile pour le cerveau pour fonctionner, plus les gens vont aller plus loin. OK. Qui vivra verra. Oui, absolument. On n'est pas d'accord là. À 80, on pourra s'obstiner. On n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je pense qu'il faut rusher en maudit pour être capable aujourd'hui d'utiliser des outils qui nous facilitent la vie. Parce que si ces outils-là disparaissent, on les a pas, ben on est capable de se fier sur notre expérience qu'on avait avant pour être en complémentarité avec les outils qu'on a, puis versus les outils qu'on n'a pas, on peut les combler. Là. Ouais. Ouais, il y a des choses, je suis d'accord. Qui dit vrai, qui vivra verra. Oui. Hey, on passe au prochain sujet. Un docteur aux États-Unis, un PhD comme toi, qui dit le jeûne intermittent, c'est la meilleure des inventions qui a été créée depuis le pain tranché. Tu dois jeûner jusqu'à 14-15 heures d'après-midi. Hey, j'ai capoté. Donc, le gars, je ne veux pas nommer son nom, parce que je veux pas planter le monde. En passant, ça se dit en radio à Québec, ça. Là. Bon, oui, je le sais, mais je vais me fermer pareil. Faites un jeûne intermittent, Parce qu'on en fait tout le temps, du jeûne intermittent. Là. Tu soupes le soir, tu prends une petite collation à 7-8 heures le soir,
Puis après ça, tu redéjeunes à 7-8 heures. Il y a 12 heures de C'est différence. 12 heures. On le fait tout à peu près. Le jeûne est fait, 12 heures. C'est ça. Mais lui, il raconte, il dit, écoute, j'ai quelqu'un qui me demande, je veux maigrir, mais je veux maigrir vite, qu'est-ce que je devrais faire? Et lui, il lui recommande, tu ne manges pas avant 2 heures l'après-midi. Tu peux boire du café et tu vas maigrir vite. Ben oui, mais c'est sûr que tu vas maigrir vite, tu crèves de faim. Et là, il nous dit pas l'apport en calories, protéines, lipides, glucides que la personne a mangé. Il nous montre les photos avant et après. Il ne nous dit pas combien de masse musculaire elle a perdu, combien d'eau elle a perdu. Il nous présente juste une photo. Et il est en train de nous dire que faire ça, ça améliore les capacités cognitives, ça ralentit le vieillissement, mais tu es en train de crever de faim. Est-ce que c'est une vie fonctionnelle de même? Tout ça parce que les gens poursuivent des objectifs de performance. Je veux maigrir vite, je veux tout plus vite, le plus rapidement possible, avec le moins d'efforts possible. Alors, tu vas vers des choses radicales, et tu as des chercheurs comme lui, c'est pas son domaine. Il n'a pas fait autant de tests de VO2 max que moi, il n'en a jamais fait un, il n'a jamais analysé des métabolismes, il n'a aucune idée de la distribution des réserves énergétiques, et parce qu'il a lu un tas de recherches, puis il y a des chums qui parlent de ça, il s'en va dire des conneries de même. Moi aussi, je peux faire ça, n'importe qui. Mais à long terme, c'est quoi les dommages? Il n'en parle pas. Non, c'est ça. Tu leur dis de s'affamer, c'est ça le résultat. C'est ça le succès. Affame-toi, c'est ça le succès. Ah oui. Et on s'entend-tu qu'on doit avoir du plaisir à manger? Ben vraiment. C'est ça la vie, c'est d'avoir du plaisir. C'est pas dire je veux des objectifs extraordinaires, je vais faire des conneries de même et puis avoir de vie. Tu vois le non-sens. Tout ça parce que les gens veulent de la performance. Et pourtant, avec l'équilibre de vie, j'ai plein de clients que c'est ça. Ils ont diminué l'entraînement, ils mangent plus, ils maigrissent, ils atteignent leur poids santé, ils le maintiennent. Tu veux quoi de plus? Tu as du bonheur à manger, tu es en équilibre de vie. Tu veux quoi de plus? Toi, tu es même un petit peu en déficit calorique très lentement, ce qui fait en sorte qu'il n'y a aucune souffrance, puis ils réussissent à atteindre le poids qu'ils désirent. Puis, tu sais, tu as aidé un gars qui joue au hockey. Lui, il se plaignait devant moi qu'il était trop maigre. Mais sérieux, le gars, il est shapé là, comme un Adonis, là, un Apollon. Là, mais il pèse 135 livres. Il y a des pipes. Là, il y a le 6 ou 8 packs, je pense qu'il y en a 8. Lui. Ouais, c'est ça. Moi, je rêvais d'en avoir 6. J'ai déjà abandonné. Lui, naturellement, il y en a 8. Puis il dit, je suis pas capable d'engraisser. Puis je me suis souvenu de ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, Yann, quelqu'un de maigre qui mange pas assez, son corps va aller puiser dans ses muscles. Oui. Fait que lui, c'est carrément ça qui arrivait. Là. Je dis, ben c'est simple, le Doc Boucher me l'a dit, tu manges pas assez de protéines, mange plus de protéines, prends pas trop de schnout, mais mange un peu plus de protéines, puis tu vas commencer à grossir un peu. Tu sais quoi, je pense que c'était 2 mois, il a pris un genre de 15 livres, puis à 150 livres, il se sent bien maintenant. Ben oui, parce qu'il y a de l'énergie. Puis il est aussi cote qu'avant. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il est aussi cote qu'avant, mais ses muscles... Il l'a gagné en masse musculaire. Il l'a gagné en masse musculaire. Ouais. Mais avant, comme il mangeait pas assez, son corps puisait dans ses muscles l'énergie qu'il avait nécessaire. Fait que son corps mangeait ses muscles, tout simplement. Les gens sont tellement drillés à dire faut que je m'entraîne beaucoup en mangeant le moins possible de calories. Ils ne comprennent pas la base de la physiologie. C'est que si tu veux que ton corps s'adapte, il faut qu'il ait l'énergie pour s'adapter. Et l'énergie vient des protéines, lipides, glucides que tu consommes. Il faut que tu en consommes assez. Ça, c'est toujours le calcul que je fais avec mes clients. Mais si tu ne le fais pas, comme lui passait des heures à l'entraînement sans vrai résultat, là, il arrive avec des vrais résultats. Parce qu'il a modifié en fonction de ses besoins métaboliques. Ouais. C'est ça qui est choquant des fois, tu sais, je le regardais puis je dis, tu t'entraînes tout le temps? Non, pas en tout. Génétique d'enfer. Génétique d'enfer. Puis tu sais, moi, je suis correct, là, je suis pas obèse, là, mais tu sais, si je me watch pas, je vais pas mal, tu sais, la bedaine va pas mal me pousser. Je regarde mon père, quand il est décédé, il était immense, là, tu sais, fait que ça serait facile pour moi de l'échapper, fait que je me surveille, puis je m'entraîne. Puis je réussis pas à avoir sa shape. Lui, il a un métabolisme impeccable. Mais il y a aussi une affaire d'hormones là-dedans. Tu vas peut-être voir ça un moment donné parce que c'est une cliente qui m'avait demandé ça. Elle dit Denis, ma fille est médecin. Elle vient d'avoir un enfant, mais l'enfant est super musclé. Mais on ne comprend pas pourquoi il est tant musclé que ça. Puis ça, c'est un déficit en myostatine. La myostatine, c'est une hormone qui empêche le développement musculaire. Et tu as des gens qui, à la base, ont moins de production de myostatine, ce qui fait qu'ils ont un développement musculaire plus important, très découpé, très défini. Et en recherche, tu iras chercher tu vas voir ça sur Internet, myostatine knockout bull, knockout comme KO, M-Y-O-S-T-A-T-I-N. Puis regarde ce que ça a l'air, un bœuf
Un taureau à qui on a coupé la myostatine. Myostatine. Knockout bull. Knockout. Bull. Knockout. Ouais. Knockout. Donc, les gens qui veulent aller chercher Myostatin, knockout comme KO. Oh shit. Oh, tu viens de le voir, là? C'est Starbucks. Ouais, c'est ça, exactement. Hey, C'est-tu épouvantable? Ouais. Mais ça, il arrive avec plein de problèmes aussi. Il peut y avoir plein de problèmes de santé là-dessus. Mais tu vois, il y a des gens, donc, qui, en fonction de la production d'hormones, ont des shapes vraiment très différentes. Myostatine. Ouais. Wow. Fait que ça, c'est ce qui empêche le développement du muscle. Ouais. Les gens, ils veulent les choses faciles aujourd'hui. On en parle régulièrement là, quand ils ont sorti, quand ils ont découvert que le fameux médicament pour le diabète aidait les gens à maigrir. Ouais. Toi, tu luttes contre ça. De prendre une pilule pour maigrir, je veux dire, c'est parce que tu ne changes pas tes habitudes de vie. C'est exactement ça. Écoute, si tu as 15 livres à perdre, 20 livres à perdre, oui, va pas te chercher des médicaments de même, modifie tes habitudes de vie. Ouais. Mais moi, je pense que c'est l'idéal pour les gens qui ont des problèmes de santé. On sait qu'ils ne changeront jamais leurs habitudes. Mettons, obésité morbide. Obésité morbide, moi, je pense que ce sont des médicaments essentiels, mais je te l'avais mentionné, ce que je pense, c'est que le suivi des patients doit être fait beaucoup mieux parce qu'il y a une énorme perte de masse musculaire avec ce type de médicament. C'est pas la faute du médicament, c'est que les gens mangent, indirectement, les gens mangent moins, mangeant moins, finissent par pas manger assez. Et là, il y a une perte de masse musculaire. Et là, tu arrives avec une phase qu'on appelle l'obésité sarcopénique, où les gens ont perdu beaucoup de masse musculaire, leur poids est encore trop important, mais ils ont de la misère à se mobiliser. Ils commencent à avoir de la difficulté à se lever de leur chaise. Donc, il y a tout ça, cet nouvel encadrement-là que je pense qu'il devrait être fait. Les gens qui l'achètent au noir, là, ben aux États-Unis, il y en a qui sont morts. Parce que c'est pas géré par un médecin. Le médecin il fait une prescription. Là. On n'entend jamais parler de ça. Mais les gens ont l'impression que la facilité, c'est le secret. Mais oui, c'est une pilule. Puis là-dessus, je te suis. Pour les obèses morbides, c'est un peu plus dur pour eux autres. Oui, je pense que c'est essentiel. De reprendre le dessus. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui a un 15, 20, 30 livres à perdre, plutôt que de modifier ses habitudes de vie, c'est-à-dire on va arrêter d'aller au restaurant 3-4 fois par semaine, on va y aller peut-être juste une fois. Ah non, ça. On va faire notre petite marche chaque soir. D'ailleurs, ça me fait penser au camionneur qui m'a écrit suite à ton dernier passage. Merci beaucoup les gars. J'ai pris en considération ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire vaut mieux faire quelque chose que rien faire. Je regardais les gars qui couraient, je suis pas capable de le faire à la grosseur que j'ai. Vous avez dit, vous dépensez autant de calories à marcher que courir 10 km. Il dit aujourd'hui, je suis capable de marcher mon 10 km. Je m'en vais 5 km par le nord, je reviens 5 km au sud. C'est mon 10 km, c'est mon exercice de la journée. Puis il perd du poids semaine après semaine. Juste avec cet exercice-là. Là. Mais tu sais, il y a des gens qui sont lâches et qui vont le rester toute leur vie. Il y a des gens qui sont lâches puis il y a des gens qui ne veulent pas changer. Tu sais, c'est la réalité. Tu sais, venez pas chialer que j'ai dit des choses épouvantables. Ils vont vouloir changer sur leur lit de mort. Même pas. Non. Moi, j'en ai vu, là, après infarctus, après, non, je ne changerai pas mes habitudes de vie, puis je vais rester comme ça, puis je ne veux rien savoir de vos programmes, puis il n'y en est pas question. Ça, c'est ceux qui fument à la sortie de l'hôpital. Oui, exactement. Ils sont en cardiologie, mais ils sont à la chaise roulante. Après ça, c'est le soluté dans le bras, puis ils fument le cigarette à la sortie de l'hôpital. C'est spectaculaire, là, à quel point les gens sont drogués avec leurs habitudes de vie. Ouais. Ils veulent pas. Ça demande un effort extraordinaire. Ok, je vais te mettre en perspective. J'ai une cliente il y a 2 ans. Ok? Et à la fin de son programme, elle a atteint son poids santé. À la fin du programme. Denis, est-ce que je peux recommencer à aller dans un fast-food une fois par semaine? Est-ce que je peux recommencer à prendre mes smoothies le matin pour le déjeuner? Est-ce que je peux recommencer à manger des frites? Est-ce que je peux recommencer à manger de la pizza? La réponse a été, écoute, tu faisais ça avant. À quoi tu ressemblais? Ben, j'étais obèse. J'ai dit, tu as pris 1 an de ta vie, tu as atteint ton poids santé, tu veux revenir à ce que tu faisais? C'est ton choix. Tu peux le faire, mais tu vas revenir en arrière. Tu ne peux pas faire ce que tu faisais avant et espérer maintenir le poids que tu as là. Les gens n'arrive pas à comprendre que ton changement d'habitude de vie, c'est pour le reste de ta vie. Il n'y a pas d'autre moyen de réussir. Fait que si ton objectif,
c'est de, oui, changer tes habitudes de vie juste assez longtemps pour perdre du poids, puis après revenir à tes habitudes de vie pour en reprendre autant, puis même davantage, c'est plus dommageable pour ta santé. Reste comme t'es là. Mais pour les obèses morbides, c'est un peu comme les toxicomanes puis les alcooliques. Il faut que tu attendes qu'ils soient rendus à terre complètement, puis qu'eux autres même décident de changer les choses pour aller voir un Denis Boucher. Ah, ils viennent pas. Ils viennent pas. Non. Il reste, tu sais, il y a des choses épouvantables que je veux pas dire à la radio, là. Mais il y a beaucoup de gens qui sont perdus d'avance. Tout est perdu d'avance. Dans leur mentalité, dans leur perception de l'alimentation, dans leur compréhension de l'alimentation. Et ils ne veulent pas faire ou ils sont incapables de faire des liens de base simples. Pourquoi, si je vais au fast-food 2 fois par semaine, pourquoi j'engraisse? Oui, mais tu rentres 2500 calories en un repas, alors que tu en as besoin de 1500 calories dans une journée. Ils ne font pas les liens ou ils ne veulent pas le faire. Donc, tu es comme perdu. Moi, j'ai abandonné ça, là, cette clientèle-là. Mais c'est-tu le cerveau qui est comme ça? T'sais, le cerveau, il est-tu toujours lâche, puis il faut que tu le stimules un peu pour faire des affaires? Tu sais, moi, je m'explique, là. Moi, j'étais un amoureux de la junk, là. Puis des fois, je suis quelqu'un qui calcule. Souvent, je suis tout seul le soir. J'arrive tard. J'arrive vers 7h30, 8h à la maison. Fait que ma blonde a déjà mangé. Les enfants ont déjà mangé. Fait que je me dis, si je vais à l'épicerie, je vais m'acheter quelque chose, ça va coûter 15$. Mais si je vais chez Ronald McDonald, exemple, je vais m'acheter un trio, 10-12$. Ça va être déjà prêt, ça va être chaud, ça va être bon, je vais être heureux. J'ai toujours... Gratification immédiate. Ben, tu comprends? J'ai toujours le réflexe d'y aller par la facilité. Parce que si je vais à l'épicerie, ça va me coûter un petit peu plus cher. En plus, il va falloir que je le fasse rendu à la maison. Il va falloir que je fasse la vaisselle et tout ça. Mais je pense à mes enfants. Je veux être là le plus longtemps possible. J'ai des raisons d'aller à l'épicerie. Tu as des valeurs. Ben oui, c'est ça. Tu as des valeurs qui dictent tes comportements. Donc, et ces valeurs sont en lien avec ta santé. Mais quelqu'un, si je demande... Fais-moi le classement de tes valeurs. Okay? Famille, santé, travail, loisirs, voyage, religion, mais toutes les valeurs. Ta santé, elle arrive dans quel ordre, dans quel niveau de priorité? Ben, si tu dépasses le numéro 3, là, tu ne feras jamais. Ben c'est ça. Je ne juge pas personne, là, mais je pense que ta santé devrait être prioritaire. Oui. Parce qu'à partir du moment où tu es en santé, tu peux aider tout le monde. Tu peux aider ta conjointe, tu peux aider ton conjoint, tu peux aider tes enfants, tu peux aider tes collègues, tes amis. Mais si ça vient en dernier, ou... ça ne sera pas une perception qu'ils vont avoir parce que leur santé est en priorité numéro 6. Je vais te donner un autre exemple. J'ai un client qui rentre, il travaille comme un fou, c'est un workaholic. Puis là, j'ai dit, avant de t'inscrire, il faut que tu sois capable de libérer du temps. Mais quand tu fais l'échelle de ces valeurs, travail, famille, pas de loisirs, dans le fond, il travaille, il fait presque rien travailler, puis la santé n'est même pas dans son cadre de référence. Il n'investira donc jamais de temps dans sa santé parce qu'il ne fera pas le lien que sa santé lui permet d'atteindre ses objectifs de performance où il est. Donc lui, il ne fait que travailler et il détruit sa santé. Exact. Jusqu'au temps où il va faire un infarctus, il va peut-être dire « Ah, c'est le temps de changer, je devrais pas être de même. » Je vois les choses différemment maintenant. Ça va durer 6 mois. Jusqu'à temps ce qui se passe invincible encore et qu'il revienne à ses habitudes de vie. C'est pour ça que j'ai appris à cibler ma clientèle dans ma business. Sans ça, elle n'aurait pas toffé. Ça t'arrive-tu des fois de dire à des gens, je m'excuse, c'est parce que moi je veux pas te. Tu sais, je te vends un programme. Mon nom est sur ce programme-là. Puis je me rends compte que tu n'es pas une personne sérieuse. Puis je veux juste pas mettre mon nom sur cette personne-là qui n'est pas sérieuse, qui me dit au départ vouloir changer. Fait que je te souhaite une belle journée, puis on se reverra peut-être dans un an si tu le désires. Ça m'arrive régulièrement. Parce que je dis aux gens, une réputation, c'est long à construire, mais ça se détruit en un claquement de doigts. Et si je te vends quelque chose que je sais pertinemment qui ne te convient pas, je peux détruire mon entreprise. Alors, j'aime mieux être honnête avec toi et ne pas t'avoir comme client parce que je t'ai bien repéré. Après 30 ans, je suis capable de les repérer. Il peut m'en glisser un entre les pattes là, que j'ai pas analysé comme il faut. Il y a des informations que j'avais pas, puis il est rentré, puis il le fera pas. Mais quand je suis capable de faire une analyse et de dire non, le programme n'est pas pour toi, ou c'est pas le bon moment, fais-le dans tant de temps. Comme une cliente la semaine passée qui dit Denis, je vais aller courir un marathon en avril. Est-ce que je peux commencer ton programme là? Non, finis ton marathon, ça sera après. Marathon et perte de poids, ça va pas ensemble. J'aime ça, j'aime ça. DocBoucher.com
Ouais, denisboucher.com. On fait une très courte pause. Sauve-toi pas, Doc. J'ai Reste d'autres là. sujets à aborder avec toi. Mais pour ce qui est des auditeurs, comme disait l'autre, touchez pas à ce piton-là, on revient. Denisboucher.com, la foule est en délire. C'est le Doc Boucher qui est là, le spécialiste des petits gros. Hein, c'est pas où j'allais m'en aller. Oui. Hey, on parle d'entraînement. Il y a, en fait, c'est toi qui me racontais ça tantôt pendant la pause. Tu me dis, Yann, il y a des entraîneurs qui ont complètement perdu la tête. Maintenant, ils prônent le dommage au tissu musculaire. J'avais déjà entendu que quand tu t'entraînais, tu devais faire des micro-fissures dans tes muscles qui faisaient en sorte que quand ça se répare, ben, ton muscle grossit par le fait même. Mais des dommages au tissu, ça, c'est la première fois que j'en fais. Il y a trois... Mettons que tu veux faire du développement musculaire. Ouais. Il y a trois choses qui permettent le développement musculaire ou l'hypertrophie musculaire, l'augmentation de volume musculaire. La charge mécanique, donc il faut que tu utilises des poids, tu n'as pas le choix. Le stress métabolique, la manière de t'entraîner pour que tes muscles produisent un ensemble de produits chimiques qui vont faire en sorte qu'ils vont être stimulés à se développer. Et le dernier qui a l'influence, c'est les dommages aux fibres musculaires. Donc, des micro-lésions qui font en sorte que les muscles vont libérer des hormones qui vont dire « Hey, adapte-toi, développe-toi » pour être capable de répondre à cette charge mécanique-là. Mais il y a des entraîneurs clowns qui ne font pas la différence entre micro-lésions et déchirure musculaire. Alors, j'ai des gens qui m'appellent « Hey Denis, moi je suis tellement content, je vais faire tel type d'entraînement, là, et je suis 3 jours après avoir de la difficulté à marcher. » T'es-tu en train de me dire que tu crois que c'est bon? Ouais. La première fois que tu t'entraînes, peut-être qu'effectivement tu peux avoir de la difficulté à marcher, mais quand ça fait 2 semaines, 3 semaines, puis tu t'entraînes à chaque jour, tu as encore de la difficulté avec tes muscles, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu as fait qui n'est pas correct. Là, tu as déchiré tes fibres musculaires. Ouais. Et au microscope, si tu regardes une fibre qui a une micro-lésion et une fibre qui est déchirée, c'est 2 mondes différents. Fait que nous autres, on parle pour l'adaptation musculaire de micro-lésion, pas de déchirure musculaire. Mais quand tu as un entraîneur clown qui t'entraîne à te pousser, à te faire « Go, vomis, vas-y, t'es capable, encore une répétition, t'es capable, vas-y ». Et que là, tu sors, t'es plus capable, t'es déchiré de partout, t'es pas en train de t'adapter, t'es en train de te détruire. Et c'est ce qui me gosse, personnellement, c'est qu'on modifie toutes les connaissances scientifiques pour aller à l'extrême. C'est pas là. Et là, si tu demandes ça aux entraîneurs, as-tu déjà vu une radiographie de muscle, tu sais, une imagerie musculaire, la différence entre une micro-lésion et une déchirure? Jamais. Jamais. Ils ne comprennent pas. Et le monde croit ça. OK. Dans les gyms, Doc, là, il y a 2 types de personnes. Il y a des kinésiologues, ceux qui ont fait kinésiologues qui ont fait des études universitaires. Puis il y a des gens qui se sont toujours entraînés, qui ont développé des techniques, qui sont capables de faire des programmes, qui peuvent faire ça aussi. Ouais, qui sont allés faire une formation d'une fin de semaine, là, qui sont devenus entraîneurs. OK, ils sont capables de faire ça. Ils sont capables. Ouais, je veux dire, ils sont capables. Tu sais, je fais confiance à l'expérience des gens, mais quand même, un kinésio, lui, il a étudié peut-être de façon peut-être un peu plus élaborée le corps humain. Oui, mais il a fait 4 ans d'université. Ouais, c'est ça. Tu sais, je regardais au gym, je vais au Tonic Gym maintenant, l'ancien gym Le Chalet. À chaque fois que je vais là, je pense au Palladium. Oui, c'est. Ben oui, t'es allé là, toi. Ben oui! Hey, j'ai du fun là, moi. Je pense qu'on a eu tout du fun, mais quand je vais au Tonic Gym, tu sais, je regarde le monde, puis il y a les kinésios, les entraîneurs qui sont là, qui montrent aux gens comment bien s'entraîner. Puis ils semblent être capables de bien le faire. Mais parfois, je vois des gens qui sont dans le fond de la salle, qui sont un peu gênés d'aller voir les kinésios, puis ils disent, regarde, moi, je me suis toujours entraîné, me le faire. Puis ils oublient, là, tu sais, parce que le geste, là, exemple, quand tu fais des biceps, là, tu pars du bas vers le haut. Ouais. Mais là, ton muscle travaille. Mais ils ont tendance à oublier que quand tu descends lentement, ton muscle travaille aussi, mais il se relaisse descendre. Oui. Super rapidement. Puis là, il swing pour remonter le poids. Puis là, il sort swing! Ça, on appelle ça un mouvement balistique, ce qui fait que leur muscle travaille un quart du temps. Ça sert à rien, ça. Ça sert absolument à rien. Ils veulent des grosses charges. Fait que dans le fond, ils forcent, ils arrivent en haut, ils sont plus capables, ils la laissent tomber, puis ils la swing pour la remonter. Mais tu es avec une charge mécanique qui surpasse ta capacité musculaire. Entraîne-toi pas avec ça. Diminue la charge et fais un mouvement biomécaniquement correct pour stimuler ton muscle. C'est ça. Faut que tu forces en montant, mais faut que tu forces aussi en descendant. Tu tiens pas en descendant. Ben oui. Ben oui. Okay. Puis maintenant, pour ce qui est du... Là, je suis en train de... Du bench. Là, on va... J'essaie de sauver de l'argent. Vas-y, Yannick, vas-y. Quand je suis sur le bench, là, ouais. okay, j'ai vu des gars et des filles qui ajoutaient des chaînes
Ah oui, Il ajoutait pas la connerie. Ah oui, Il ajoutait pas des poids. ça c'est la connerie d'entraînement, variation de résistance. Ok, ça, je connais pas ça. C'est Hey, quoi? ça, c'est un gars avec un PhD de clown, OK, aux États-Unis, un doctorat de clown, Ouais. OK, qui lui, je vois ça passer. Il dit, savez-vous pourquoi? Les gens qui s'entraînent presque pas, qui ont une masse musculaire importante, sont super hot. C'est parce qu'ils ont une capacité d'élasticité musculaire plus grande que vous. Il dit, exemple, eux autres, le pectoral, au lieu d'être attaché au bras, il est attaché au coude. Hein? Et voyons donc, mon clown, toi. Si t'avais un pectoral attaché au coude, là, t'aurais l'air d'un singe. Tu sais, ça marche pas. Déjà là, il est weird. Et là, il part, puis il explique cette affaire-là. C'est que, il explique que si ton bras est en avant, t'es 7 fois plus fort que s'il est proche de toi comme ça. Ok. OK? Peut-être. Possiblement. Tu comprends? Alors, lui, ce qu'il explique, c'est qu'ici, quand tu es proche de toi, tu dois avoir moins de charge. Puis quand tu remontes, tu dois avoir plus de charge. C'est comme ça que tu vas avoir un gros développement musculaire. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils embarquent avec des poids, des chaînes. Fait que quand ils descendent, les chaînes déposent au sol, ils ont moins de charge. Ah, ok. Quand ils remontent, ils ont plus de charge. Et là, ils croient ça. Puis je suis crampé de rire. Ben, la charge, techniquement, augmente, là. La charge, ben oui, elle augmente. Mais c'est pas comme ça que tu fais du développement musculaire, c'est pas ça. C'est ta charge mécanique, ton stress métabolique, donc le nombre de séries, répétitions et tout ça. Et ton apport en calories, protéines, lipides, glucides, ton repos, la gestion des temps de repos. Il oublie un tas de variables. J'étais crampé. Puis là, le gars, il a inventé des bandes élastiques pour t'entraîner. Des affaires de clown épouvantables. Et tu sais même pas, là, il dit même pas, j'ai pas réussi à trouver en quoi était son doctorat. Ouais. Mais il parle, et je sais qu'il comprend rien à l'entraînement. Mais là, comme il a l'air convaincant, puis il est biceps gros de même, t'as plein de clowns dans le gym qui vont suivre ça. Fait que c'est pour ça qu'on voit maintenant des chaînes À résistance variable. Ah, ouais, ben, quand Je suis crampé, je suis vraiment crampé. OK. Puis, dernière question, Doc. Puis ça, je pense que c'est valable pour tout le monde qui va au gym. Ils vont être contents de t'entendre. Quand tu cries, là, en t'entraînant, là, tu t'entraînes-tu mieux? Quand tu cries, c'est probablement que tu es en train de mourir. Ouais. C'est que t'es au-delà de tes capacités. Quand tu, je sais pas, moi, tu fais des jambes, là, tu fais, comment ça s'appelle, avec tes jambes, là? Ouais, les squats. Quand tu fais des squats avec la charge libre en haut, puis tu laisses tomber la barre, là, ça a-tu un plus gros impact sur ton entraînement? Pas vraiment. Ça fait juste déranger tout le monde. Ça fait juste déranger tout le monde, puis on comprend que tu veux attirer l'attention. Ah, c'est ça! Puis moi, ces gens-là là, qui veulent travailler en force, okay, Ouais. meilleur conseil, allez donc parler à un gars qui connaît ça, Ben oui. Hugo Girard. Allez poser des questions, allez voir des hommes forts, là, puis allez leur demander comment ils ont développé leur force musculaire. Ouais. Et vous allez voir qu'il y a une attitude mentale incroyable Il y a derrière de ça. Ce qui m'a marqué d'Hugo Girard, parce que moi, je m'entraînais souvent à côté de lui au Mega Gym. Ouais, Mega Gym à T'as l'époque. jamais de me voir au Mega Gym en plus, Non, ben, je voyais ton bureau dans le Ben coin, ouais. mais j'étais un peu intimidé par le gars sur XM Radio qui criait après le micro. Le gars, il fait de la radio, puis il est impressionné par l'autre qui en fait juste 2 heures par semaine. Mais ce que je constatais d'Hugo Girard, c'est qu'il faisait pas de gestes inutiles. Ben non. Tout ce qu'il faisait, rendu au niveau où il était, c'était des gestes qui étaient utiles pour ses muscles. Oui. Il forçait pas pour rien. Ben non, c'est ça. Tu sais, comme je te dis, il y a des gens qui se démarquent comme lui parce qu'ils ont un mindset différent. Ils ont analysé les choses différemment. Tu sais, je te parlais de Gino Dupuis, un gars avec qui j'avais travaillé, qui était l'homme fort au Cirque du Soleil. Ils pensent pas pareil. C'est pas le clown qui s'entraîne dans le gym à hurler et à s'arracher les muscles à tous les entraînements. Ils fonctionnent pas comme ça. Ils sont différents. Puis si tu veux aller au niveau supérieur, il faut que tu parles à des gars de même, il faut que tu parles à des entraîneurs comme moi, plus spécialisés. Il faut que tu te mettes une équipe alentour, plus perfectionnée. On décide de perdre du poids de manière progressive et on veut adopter un nouveau style de vie jusqu'à la fin de nos jours. On communique comment avec toi, Doc? DenisBoucher.com, vous allez avoir toutes mes coordonnées. Vous pouvez m'appeler, prendre un rendez-vous pour une visioconférence, m'écrire. Vous avez tous les moyens de me rejoindre. Toujours un plaisir. Merci à Yannick, moi aussi. Tout ça de passer une belle soirée, puis on s'en jase demain, 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Salut, merci.